Donc, écoute, Oui, je te passe la parole et pour une vingtaine de minutes, je crois que tu as prévu une vingtaine de minutes? d'accord. Oui, oui, On très bien, prendra les questions après? très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de votre invitation. Donc, je vais vous présenter en fait le rapport qu'on a produit. C'est un groupe qui a produit ce rapport. Et donc, concernant la fin de vie, les soins palliatifs et la prise en charge de la douleur. Et puis, bien sûr, j'attends vos réactions avec impatience. Alors, comme le disait Alexandra, le contexte politique est très particulier, puisque en fait les choses étaient enclenchées et se déroulaient plutôt bien et normalement jusqu'au changement de Premier ministre. Et c'est vrai que bon, on est un peu dans un trou d'air en ce moment, on ne sait pas bien comment ça va reprendre, de quelle façon, etc., alors que tout était à peu près calé pour la suite. Mais bon, peu importe, c'est les aléas de la politique et on n'a pas d'autre solution de toute façon que de faire avec. Je vais essayer de partager l'écran si je peux. Euh, alors voilà. Je crois qu'Étienne a la présentation, si tu peux la passer, Étienne, peut-être si Normalement, vous devriez pouvoir l'afficher vous-même. Ça y voilà, est, c'est C'est bon. bon, c'est bon. Oui, ça bon, s'affiche. Voilà, et là, c'est bon. C'est bon, vous l'avez en grand écran? Ouais. c'est Très parfait. bien, très bien, merci beaucoup. Et donc, on va voir d'abord ce que je voudrais dire, puisque vous êtes des élus, c'est que ce qui s'est passé sur cette problématique de fin de vie est assez exemplaire. Et je vais y revenir dans un moment quant au déroulé de l'élaboration d'une stratégie, d'une politique et d'une loi. Et c'est la première fois, en tous les cas à ma connaissance, qu'on a cette séquence comme ça, assez rapide, somme toute, puisqu'on est à peine plus d'un an du lancement des travaux. Un an pour faire une politique de cette ampleur, en fait, c'est pas grand-chose. Et habituellement, c'est beaucoup plus rapide. Alexandra parlait du rapport que j'ai fait sur la santé publique. On voit sortir ça et là quelques éléments, mais on n'a toujours pas de loi de santé publique et de grandes stratégies pour l'instant. Pour ce qui nous concerne, la ministre a créé une instance qui s'est appelée Instance de réflexion stratégique, dont elle m'a confié la présidence. C'était le 1er juin de cette année et on a rendu notre rapport à peu près octobre-novembre, entre la date théorique et la date officielle. Bon, voilà, il y a encore il y a des divergences, mais peu importe. Disons qu'en fin novembre, on avait rendu notre copie, même si on avait rendu un pré-rapport au mois de juillet qui a permis, et je vais y revenir dans un moment, de travailler avec les directions centrales. Alors, première question que vous n'allez pas me poser parce que vous êtes bienveillant, mais pourquoi est-ce qu'on confie ce type d'instance à quelqu'un qui fait de la santé publique et pas du tout spécialiste des soins palliatifs et de la fin de vie? Je n'ai jamais posé la question, mais je pense qu'en fait, il y avait une volonté, de ne pas prendre parti entre les différentes parties prenantes, donc d'avoir quelqu'un de plutôt neutre. Et ma spécialité, c'est plutôt les politiques publiques, l'évaluation des politiques publiques et les systèmes de santé, et donc de replacer cette réflexion dans l'évolution du système de santé, ce qu'on a d'ailleurs fait, et j'y reviendrai dans un moment. Alors vous avez ici les réunions qui ont eu lieu, pour vous dire qu'on a beaucoup travaillé notamment pendant l'été, et parce qu'on nous mettait la pression pour rendre le plus rapidement possible notre travail. Et donc, vous avez ici les différentes réunions, mais peu importe. Et on s'est appuyé, comme on le fait d'habitude, en tous les cas, au Conseil de la santé publique que j'ai présidé jusqu'en 2022.
en faisant beaucoup d'auditions des différentes parties prenantes, pour certains même 2 fois, quand il fallait compléter ces auditions. Et donc, la séquence, je vous en ai parlé un tout petit peu, mais on a rendu une note de cadrage en juillet, et d'emblée, la ministre, en fait, a arbitré et a dit, OK, ce que vous me proposez me va, et a retenu pratiquement toutes les propositions qu'on faisait dans ce pré-rapport, et a enclenché le travail avec les directions centrales qui ont commencé à instruire les mesures alors qu'on les avait proposées quelques jours, semaines auparavant. Et puis, on a terminé notre rapport qu'on a rendu en novembre 2020. Voilà ce dont je voulais vous parler, et on va écrire, notamment avec les IGAS qui m'accompagnaient, on va écrire un papier pour expliquer en fait comment ça s'est passé, parce que c'est la première fois, à ma connaissance, mais peut-être qu'Alexandra, qui connaît bien la DGOS et le ministère, a d'autres expériences. Moi, c'est la première fois que je vois ces séquences, une séquence se réaliser comme ça. Premièrement, le comité d'éthique qui est saisi, qui rend un avis, puis la convention citoyenne, puis on nomme une instance d'expertise, puis l'instruction par les ministères, une mission complémentaire de l'IGAS, en même temps les concertations avec les professionnels et avec les parlementaires qui ont eu lieu pendant tout l'été. Et on avait des réunions régulièrement avec les uns et les autres, les arbitrages ministériels, arbitrage du président de la République, ça c'était décembre. Et on en est là pour l'instant, un peu en l'air, mais le projet de loi est prêt, il est prêt à être transmis au Conseil d'État. Ce n'est pas la version qui a été publiée élégamment par certains dans la presse, et on attend, que ce soit transmis au Conseil d'État, et ensuite, bien sûr, c'est Sénat, Assemblée nationale, et la loi, donc ça c'est prévu pour février en principe, et la loi devrait passer à l'Assemblée nationale probablement à la fin de ce semestre. On verra ce qu'il en est réellement. Il est prévu aussi de mettre en place une instance de mise en œuvre de façon à ne pas perdre de temps entre l'élaboration de la stratégie et la fin du plan précédent qui se termine. Excusez-moi, c'est un peu technique, mais bon, ça fait partie du jeu. Le plan précédent se termine fin 2025, et l'idée, c'est de ne pas avoir de trou d'air entre le moment où est votée la loi et la mise en œuvre. Et pour ça, il faut préparer la mise en œuvre. C'est beaucoup de travail, hein. Tous ceux qui connaissent ça savent que ça représente beaucoup de boulot. Alors, on est parti d'un constat, et c'est l'objet de la stratégie décennale. Le constat, c'est que quand on parle de soins palliatifs, et c'est pour ça qu'on a proposé d'ailleurs de changer de nom, et maintenant ça s'appelle une stratégie décennale sur les soins d'accompagnement, en fait, il nous est apparu très rapidement que les soins palliatifs, en fait, se résumaient pour l'essentiel à des soins médicaux, même si d'autres soins peuvent être pris en compte, mais c'est souvent très médicalisé, et dispensé à des patients globalement dans les dernières semaines de leur vie. Et il nous a semblé tout de suite que ce constat en disait long sur la façon dont la France voyait l'accompagnement de la fin de vie. En fait, elle le voit à travers, pour faire simple, l'hôpital, et après à travers des soins techniques qui se passent en milieu hospitalier, gérés par des médecins. Et d'emblée, nous, on a vu là une limitation par rapport à ce qu'on nous demandait de faire, c'est-à-dire une réflexion plus large des soins palliatifs. Alors, on a tenu à développer une vision. Cette vision, c'est ce qu'on a appelé le modèle français des soins d'accompagnement, qui consiste à les concevoir dès les stades initiaux des maladies chroniques, et de ne pas attendre effectivement le moment de la fin de vie pour parler de soins d'accompagnement.
Et c'est vraiment le fil conducteur de tout ce qu'on a proposé tout le long. Et là, d'emblée, on voit que si on fait comme ça, la solution n'est pas hospitalière, elle est forcément extra-hospitalière, et c'est forcément une solution de proximité, c'est-à-dire globalement près du domicile des personnes concernées. Et le deuxième point, c'est que si on veut changer les choses sur les soins palliatifs, alors qu'il y a eu quand même 3 plans successifs, il y a eu 3 plans successifs sur les soins palliatifs, et on voit qu'on est toujours en train de se poser les... Moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai fait des évaluations sur les soins palliatifs, et en fait, on en est toujours au même endroit, c'est-à-dire à se poser la question de la culture, etc. Et donc, si on veut, il nous a semblé que si on voulait vraiment avancer, en fait, il faut une mobilisation sociétale sur ces problèmes-là, comme on a pu l'avoir sur d'autres problèmes. Et puis, pardon, voilà. Et donc, on a donc outre la vision, on a des principes. Un, les soins d'accompagnement le plus précocement possible pour tous. Et le pour tous est vraiment important parce qu'actuellement, on estime qu'à peu près un tiers des patients qui en ont besoin ont accès à ces soins d'accompagnement. Alors en cancérologie, on sait que la Ligue qui est connectée, j'ai vu, a vraiment amélioré les choses, mais ce n'est pas le cas du tout pour les autres pathologies. Et là, vraiment, c'est pour tous le plus précocement possible. La prise en charge systématique de la douleur, mobiliser l'ensemble des acteurs, et puis répondre aux enjeux société. Il y a une demande dans la population extrêmement importante autour de ces enjeux de la fin de vie, de l'accompagnement de la fin de vie. Et il nous semble que le système de santé français doit répondre à ces changements sociétaux qui sont des changements importants. Voilà, et je ne vais pas aller sur l'ensemble des principes pour ne pas être trop long. Alors, on a proposé une stratégie en fait qui repose sur 5 objectifs stratégiques que je vais voir avec vous. Premier objectif, un accès équitable aux soins d'accompagnement. Et quand on dit équitable, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des personnes qui en ont besoin. Actuellement, on sait que ce n'est pas le cas et que le système français n'est pas un système équitable. Pour arriver à s'orienter dans le système de santé français, en fait, il faut connaître ce système de santé. Et on sait, et on a eu des échanges là-dessus dans un autre contexte, que ce dernier kilomètre social, ce dernier kilomètre culturel, ce dernier kilomètre numérique sont un dernier kilomètre extrêmement important que le système de santé français a beaucoup de peine à faire. Donc, un accès équitable aux soins d'accompagnement, garantir à tous un accès à une prise en charge. On voulait que ce soit une garantie, un droit d'accès opposable. Et bon, voilà, on n'y est pas arrivé dans les négociations parce qu'opposable a une signification particulière en droit. Et en revanche, garantir l'accès à tous, mais c'est déjà dans la loi actuelle, alors que ça n'est pas réalisé, nous semblait important. Et puis, première mesure vraiment significative, que toutes les personnes aient un plan personnalisé d'accompagnement qui permette de les accompagner dans l'exercice de leurs droits et qui permettent d'envisager les soins d'accompagnement dès l'annonce du diagnostic. C'est-à-dire que toutes les personnes qui auraient un diagnostic de maladie chronique avec une évolution péjorative possible, simplement, on réalise un plan personnalisé d'accompagnement. Alors, à l'étranger, ça s'appelle l'Advanced Care Planning. C'est une solution qui est retenue par beaucoup de pays, par un certain nombre de pays qui l'ont mis en œuvre et avec des effets très bénéfiques. Troisième mesure, donc deuxième objectif stratégique, c'est favoriser l'anticipation et l'intégration aux autres prises en charge. On l'a vu avec le plan personnalisé, la mesure 2. Mesure 3, et ça vous concerne directement, en fait les trois mesures. Mesure 3, créer des organisations territoriales qui permettent de mettre en œuvre ces plans d'accompagnement pour l'ensemble des publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée des organisations territoriales autour des soins d'accompagnement qui
mixe à la fois ce que font les collectivités territoriales et ce que propose le système de santé. L'idée, c'est vraiment de mettre d'accord tout le monde autour d'une charte, et c'est une charte qui serait signée par l'ensemble des acteurs sur un territoire, mais aussi avec un pilotage de l'ARS, donc un double pilotage collectivité-ARS pour ces organisations territoriales. Bien sûr, on pense à tout ce que font les collectivités déjà dans ce domaine-là, qu'on peut mobiliser autour des soins d'accompagnement. La mesure 4, elle est vraiment emblématique parce que ça n'existe pas dans le système français et ça a été validé à la fois par la ministre et le président de la République. C'est créer des maisons d'accompagnement qui permettent en fait des structures relais entre le domicile et l'hôpital. Ces maisons d'accompagnement, elles existent dans les autres pays, hein. Souvent, ça s'appelle d'ailleurs les hospices dans les autres pays. Le terme anglais est souvent hospice. C'est vrai au Danemark, c'est vrai en Italie, par exemple, qu'on a étudié. C'est vrai aussi en Angleterre, il en existe. Ce sont vraiment des structures relais peu médicalisées, mais équipées, si je peux dire comme ça, en personnel paramédical et qui permettent de faire ce sas extrêmement important entre le domicile et le territoire. Le résultat dans les pays qu'on a pu voir, et notamment par exemple en Italie, c'est qu'il n'y a plus d'hospitalisation dans les services d'urgence des hôpitaux pour ces personnes-là. On supprime le recours aux urgences parce qu'en fait, tout peut être anticipé et ces structures permettent de faire la structure tampon de prise en charge temporaire. Mesure 5, c'est créer des équipes mobiles territoriales, alors que l'essentiel des équipes mobiles actuellement sont des équipes mobiles hospitalières. Là, c'est créé et probablement autour des maisons d'accompagnement, mais on verra comment on le met en œuvre, des équipes mobiles territoriales. Alors, pourquoi c'est pas allé au bon endroit? Mais bon, peu importe. Ensuite, la mesure, c'est mobiliser les territoires et les collectivités. Mesure 6, c'est formaliser les liens entre établissements médicaux et tous les établissements sociaux et médico-sociaux. C'est-à-dire que vraiment, on ait un réseau qui soit créé autour des soins d'accompagnement et que dans un EHPAD, dans un établissement médico-social, on sache quel est l'établissement de référence qu'on peut mobiliser le cas échéant. Et bien sûr, il y a tout un travail aussi sur les équipes mobiles, sur les équipes de santé de proximité. On l'a vu en Italie, par exemple, ça marche remarquablement bien, où les médecins traitants, mais aussi maintenant les équipes, c'est-à-dire probablement des infirmières de pratique avancée, font des équipes qui peuvent aller au domicile et prendre la plupart des patients en charge à domicile, sans même passer d'ailleurs par l'hospitalisation à domicile. Impliquer les membres, objectif 4, c'est impliquer les membres d'un territoire de la fin de vie et garantir les solidarités. Là aussi, c'est un point extrêmement important. Je ne vais peut-être pas trop le détailler, mais vous voyez les mesures ici. En fait, on a vu aux États-Unis, enfin au Canada surtout, et il en existe d'autres, et on a proposé une expérimentation autour de la création de collectifs d'entraide sur les territoires. Ça existe, ça marche plutôt pas mal au Canada et on a proposé ça a été accepté, mais ça serait au début sous forme d'une expérimentation. Ensuite, développer l'éducation à la santé, à la citoyenneté, à la solidarité, notamment dans les classes primaires et au collège. Il faut absolument, et c'est vraiment une ligne force du rapport, redire qu'il est normal de décéder, ça nous arrivera à tous, et probablement qu'il est normal de décéder, si on l'a décidé, à domicile, et que ce n'est pas scandaleux de le faire. Et on a vu que la société française, en fait, sous-traite le décès en ce moment aux hôpitaux pour une grande part.
beaucoup de pays ont remis le décès au centre de la société et en considérant qu'il était normal de décéder et qu'il faut accompagner les gens, si possible au domicile, car c'est la volonté de la plupart de nos concitoyens de décéder à domicile. Et pour ça, on a proposé de développer le bénévolat, et notamment le bénévolat d'accompagnement et de service. Alors là, c'est des objectifs, hein, il faudra le décliner en mesures, mais là aussi, sur le bénévolat de service, ça a été accepté. Et bien sûr, renforcer le soutien aux aidants. Vous savez que le plan aidant, en fait, ne concerne pas les personnes malades, enfin les aidants des personnes malades, et dont il faut absolument qu'on ait des vraies mesures sur l'aide aux aidants des personnes malades. Rassurez-vous, j'ai bientôt fini. Objectif stratégique numéro 5, assurer et diffuser des soins de qualité. Là, c'est essentiellement l'aspect universitaire. Et moi, j'ai été très surpris quand j'ai étudié les soins palliatifs de m'apercevoir qu'en fait, il n'y avait pas de spécialité universitaire, qu'il y avait très peu d'enseignants, que les enseignants étaient en fait, pour l'essentiel, des professeurs associés et dans une sous-section de la santé publique. Donc voilà, il nous a semblé qu'il fallait remettre ça d'aplomb, créer une vraie spécialité avec des enseignants qui aient une vraie place au sein de l'université et qui puissent notamment développer des programmes de recherche multidisciplinaires. Et l'idée, c'est qu'en fait, on fasse la même opération que pour le cancer en 2003, où la France n'avait pas son rôle dans la communauté internationale. Et c'est ce que j'ai trouvé quand j'ai étudié les soins palliatifs. En fait, on n'a pas de leadership, on n'a pas de recherche, on n'a pas de publication internationale. C'est pas normal. La plupart des pays ont fait ce travail et il faut absolument que la France, à 10 ans, se repositionne sur le plan international en termes de recherche, de participation au programme européen, etc., etc. Et on a proposé, là aussi, ça a été arbitré favorablement, qui est de créer pendant toute la durée de la stratégie une instance de pilotage, un peu sur le modèle de l'INCa, qui pilote la stratégie durant les 10 ans qui viennent, de façon à s'assurer que ce soit qu'il y ait un déroulement correct de cette stratégie. Je regarde où j'en suis, mais je pense que je ne dois pas être très loin de la fin. Pardon. Alors, on a proposé des objectifs, je ne sais pas si c'est très lisible, mais on a proposé des objectifs et notamment, il y en a un qui me semble extrêmement important, c'est qu'on a proposé qu'il y a 10 ans, 100% des personnes qui nécessitent des soins palliatifs ou des soins d'accompagnement puissent être prises en charge au domicile, dans ces maisons d'accompagnement, voire de façon ponctuelle par des structures hospitalières qui ne doivent être dans ce fonctionnement-là que des structures de recours, adaptation du traitement, survenue d'un événement indésirable, et après, on retourne dans les maisons d'accompagnement et après au domicile, si c'est possible. Et après, vous avez un certain nombre d'objectifs ici. L'objectif est de créer entre 100 et 300 maisons d'accompagnement dans les 10 ans qui viennent. Donc, c'est un effort considérable qui a été arbitré pour l'instant. Après, on verra ce qu'il en est dans les semaines qui viennent. On verra ce qu'il en est, mais ça a été arbitré favorablement et il a fallu créer une nouvelle nomenclature d'établissement puisque actuellement, il n'existe pas de nomenclature permettant de créer ces maisons d'accompagnement. Et d'ailleurs, on voit la difficulté de toutes les expérimentations qui se montent en France parce qu'il n'y a pas de financement. Et on voit que d'ailleurs, un certain nombre de ces structures ferment et les autres, en fait, reposent sur des fondations, enfin, voilà, on ne peut pas considérer que dans un pays comme la France, on peut faire un système comme ça, aussi disparate sur un territoire. Ces maisons d'accompagnement devront être installées sur l'ensemble du territoire, probablement en lien, enfin même pas probablement, en lien avec les collectivités territoriales et adossées à d'autres établissements ou structures.
globalement, des EHPAD pourraient ouvrir des maisons d'accompagnement, des établissements médico-sociaux pourraient ouvrir des maisons d'accompagnement, des mairies pourraient ouvrir des maisons d'accompagnement. Le seul principe qu'on a mis, c'est l'adossement à d'autres structures pour ne pas avoir de frais de fonctionnement qui soient trop importants et que ce soit au coût marginal pour les autres structures qui les accueillent. Dernier point que je vous montre ici, ça j'en ai parlé. Voilà la matrice d'intervention de la stratégie. Et vous voyez qu'on a des mesures qui s'adressent à la population, qui s'adressent aux professionnels, qui s'adressent au système de santé, qui s'adressent à l'organisation du soin et qui permettent d'éduquer, de former, de chercher, d'anticiper, de prendre en charge et d'accompagner tout au long, en haut, du trajet du patient, qui peut d'ailleurs exprimer, on l'a mis ici, une demande de mort, et c'est le volet aide à mourir qui sera dans la loi. Voilà, j'ai terminé et bien sûr, je suis à votre disposition pour les discussions. Merci beaucoup Franck, parce que d'une part, tu as respecté un temps de parole qui va nous permettre d'avoir un échange riche, puisqu'on a encore 1 heure pour les questions. Donc, c'est vraiment l'intérêt de ces webinaires, c'est qu'on puisse vous entendre avec vos points de vue qui sont issus de différents horizons. Alors, effectivement, on a quelques élus, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des personnes, je pense, qui sont là au titre des associations. Tu as cité la Ligue. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne les questions qui sont d'ores et déjà dans le chat. Ça donnera sans doute ensuite des idées aux autres personnes qui n'ont peut-être pas encore répondu ou préparé leurs questions. Donc, peut-être je vais passer la parole à Anne-Gaëlle Werner-Bernard pour la première question concernant l'articulation du dispositif finalement territorial que tu as présenté avec le service public, le SPDA. Mais je te laisse poser ta question, Anne-Gaëlle. Oui, merci Alexandra. Bonjour à tous. Donc Anne-Gaëlle, je suis directrice de projet au pôle solidarité du département du 92. Et donc nous, on a notre petite actualité comme un certain nombre de départements, puisque on est 17, je crois, à avoir été retenus dans un appel à projet CNSA. En fait, à inventer, selon les territoires, en tout cas là c'est l'expérimentation, des modalités de guichet unique pour l'autonomie et le handicap. Et donc, dans ce guichet unique, enfin moi, un certain nombre de choses que vous avez décrites, ça m'a rappelé ce qu'on nous demande. Et donc, ça m'a interrogée sur l'articulation. Est-ce que vous l'avez pensé, ou de toute façon, comme c'est des projets, j'allais dire, qui, en termes de calendrier, étaient concurrents de manière calendaire, vous l'avez pas regardé, parce qu'il me semble que peut-être que ça pourrait, la mesure 3 notamment, mais ensuite, après, je sais plus, c'était les 6 et les 7. Tout ce qui est territorial, est-ce que ça devra être intégré, et du coup, ça fait du département un acteur majeur de cette politique, ou de toute façon, vous envisagez que c'est toute collectivité confondue, ce qui du coup fait sortir, en termes d'articulation pratique, ce sujet de l'accompagnement un peu du service public départemental ou territorial, quand il n'y a pas de département ou qui sont fusionnés, de l'autonomie. Je ne sais pas si c'était clair. Alexandra, si tu veux. C'est très clair. Alors, je vais vous répondre en faisant une petite digression. J'ai fait pour le parcours du cancer toutes les structures qui existent sur un territoire. Honnêtement, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible entre les plateformes de ceci, les plateformes de cela, les trucs. Enfin, c'est incompréhensible. Donc, si on veut une vraie politique de territoire, je ne vois pas comment on pourra s'épargner une simplification de ce système. Parce que la complexification de ce système, en fait qu'il ne devient réservé qu'à ceux qui connaissent le système. Et donc, en fait, si on ne fait pas attention, on réserve de plus en plus nos systèmes et nos structures à ceux qui connaissent. Et c'est ce qu'on appelle en sociologie l'effet Saint-Mathieu.
C'est-à-dire que l'effet Saint-Mathieu fait que, en fait, un dispositif profite essentiellement à ceux qui en ont le moins besoin, mais qui savent comment ça marche. Et donc, en fait, il va falloir qu'on trouve, ça c'est un avis personnel, hein, je n'ai pas de mandat pour vous dire ce que je suis en train de dire, donc ça n'engage personne d'autre, mais je ne vois pas comment on pourra faire l'épargne d'une simplification de ces dispositifs. Et effectivement, le guichet unique des départements est une solution. Alors, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est une solution parmi d'autres? Je ne sais pas. Je pense simplement, et là aussi c'est un avis de santé publique, que c'est compliqué de parler du Gers comme on parle des Hauts-de-Seine ou comme on parle de Rhône-Alpes, par exemple, où la métropole, en fait, était dans le département et est sortie du département. Donc, on voit qu'il y a des solutions diverses à trouver, mais je pense qu'il faudra qu'on aille vers un guichet unique. Et en fait, il va y avoir, pour les soins d'accompagnement, la création de postes de navigateurs qui vont aider les personnes à se repérer dans ce système. Alors, est-ce qu'on va les appeler des médiateurs? Est-ce qu'on va les appeler des navigateurs comme dans tous les autres pays dans le monde? Bon, on verra, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des postes dans cette organisation territoriale qui permettent aux personnes de se déplacer, de repérer les différents interlocuteurs. Il y a eu des expériences hein, là-dessus à différents niveaux qui ont existé. Vous savez que les navigateurs, c'est Freeman hein, à Harlem qui a créé cette fonction entre les personnes de Harlem et les structures de dépistage, parce qu'en fait, les personnes de Harlem ne participaient pas au dépistage aux États-Unis, parce qu'en fait, elles n'arrivaient pas à se repérer. Non. Donc voilà, je suis un peu long, mais pour dire qu'il y aura, enfin, je ne vois pas comment on peut avoir une solution unique française alors qu'on a des départements tellement différents et puis des métropoles en fait qui ont un rôle de département pour certaines d'entre elles. Enfin bon, voilà. Mais je pense qu'on n'a pas d'autre solution que d'aller vers un guichet unique et ce qui existe pour le handicap, il me semble qu'on pourrait facilement l'étendre aux soins d'accompagnement, par exemple. Ok, en tout cas, on voit bien que pour ce travail d'organisation territoriale, effectivement, le dialogue collectivité territoriale et Ah bah ARS ouais. est majeur parce qu'effectivement, il faudrait éviter tout ce qu'on sait bien faire en France, c'est-à-dire créer des dispositifs nouveaux sans les intégrer à ce qui existe. Donc, effectivement, moi, je comprends très bien ce que tu dis, c'est-à-dire que plutôt de réfléchir à des cahiers des charges de mission qui doivent être faits pour obtenir l'accompagnement de toutes les personnes sur un territoire donné, un cahier des charges des missions sans trop rigidifier une organisation unique qui va être très variable, effectivement, comme tu le dis, entre le Gers, les Hauts-de-Seine. Et ce qu'il faut éviter surtout, c'est les doublons, quoi. Ça, c'est clair. Et, euh, et voilà. Donc, je pense qu'il y a d'autres questions. Alors, je vais passer la parole à quelqu'un qui s'appelle Lou Nissi, qui a levé la main, mais j'arrive pas. Je suis désolée, je prononce sans doute mal votre nom. Vous avez demandé la parole, donc effectivement, vous pouvez soit mettre votre question dans le chat, hein, j'ai oublié de le préciser, soit lever la main. Donc là, je vais prendre la question de monsieur ou madame Lounichi qui a levé la main. Est-ce que vous pouvez prendre la parole sur votre question et après, on reviendra aux questions du chat si vous en êtes d'accord. On vous écoute. Bon, il n'y a pas d'interlocuteur derrière monsieur Lounichi ou madame Lounichi. C'est Madame Lunici. Ah, madame. Bon, bah, écoutez, si Madame Lunici nous entend, elle va peut-être essayer de se reconnecter. Et en attendant, je vais passer la parole à Monsieur Braoudakis, qui, lui, est représentant de l'UDAF 38. Donc, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie le professeur Chauvin de cette présentation et du rapport qu'il a fait.
et qui nous permet à tous de réfléchir et d'agir en conséquence à chacun à son niveau. Alors moi, je suis actuellement un administrateur d'une fédération d'associations familiales en Isère. Je suis grenoblois et on est évidemment depuis plusieurs années aux UDAF et l'UNAF concernés par le problème des soins palliatifs. Je ferai une première remarque et question sur le virage à domicile que vous annoncez aussi comme, je dirais, un objectif général, puisque c'est la volonté, le souhait de beaucoup de personnes bénéficiaires de soins palliatifs de finir leur vie à leur domicile. Alors, je ferai une remarque, c'est que très souvent, ce domicile, c'est un domicile familial, d'où le lien très important qu'on doit faire avec ce domicile familial et la famille qui l'habite. Une autre petite remarque, si vous permettez, ça concerne la question des aidants. Ces aidants, évidemment, existent déjà, que ce soit à l'hôpital, ils sont aidants, soit à domicile. Mais tous les membres de la famille ne sont pas des aidants. On a par exemple des enfants qui habitent au domicile et qui ne sont pas des aidants. Donc il faut faire cette distinction. Il ne faut pas s'occuper seulement des aidants si on développe des soins palliatifs à domicile. Aujourd'hui, c'est marginal, on est tous d'accord. Hein? Mais je dirais, si les soins palliatifs se font à domicile, il faut regarder l'ensemble de la famille. Et ce que je voulais dire, il y a aussi une stratégie pluriannuelle concernant les aidants qui a été, je dirais, éditée au niveau du gouvernement récemment. Hein. Là-dedans, il y a aussi certaines indications pour les soins palliatifs. Mais je veux dire, il faut que ce que vous proposez pour les soins d'accompagnement soit aussi en résonance avec la stratégie d'aide aux aidants. C'est une question, donc, comment ça va se rejoindre. Voilà, j'ai terminé concernant donc les familles et aussi pour les aidants, comment on lie vos propositions avec la stratégie des aidants. Merci. Merci beaucoup. Première chose, simplement pour redire vraiment la perspective dans laquelle on s'est placé et comprendre quand même ce qui s'est passé dans les 30 dernières années ou les 20 dernières années. Parce que, en fait, c'est un mécanisme général. En fait, on a sorti la mort, notamment pour les maladies chroniques, on l'a sorti du domicile, on l'a sorti de la société, on l'a sorti des collectivités pour la faire traiter à l'hôpital. Et autre phénomène qui est important, mais qui se voit dans beaucoup d'études, etc., c'est qu'on a dit, mais en fait, c'est anormal de mourir. Mais non, c'est normal. Il est normal. Et quand on demande, en revanche, ça, c'est plutôt sur l'aspect professionnel de santé, et globalement, on le voit dans les différentes prises de position. Non, il est normal de mourir. Et la plupart des gens aspirent à mourir chez eux et tranquillement. Voilà, si je peux résumer toutes les études qu'on a. Et donc, nous, on a vraiment pris ça en compte. Et donc, comme vous le dites, pour faire ça, il faut remettre la mort, si je peux dire comme ça, mais c'est de ça dont il s'agit, remettre la mort au sein de la société comme quelque chose de normal,
Et forcément au domicile, puisque les gens, en fait, mais c'est vrai dans tous les pays, hein, dans tous les pays, les gens aspirent à décéder chez eux, et si possible, pas dans un hôpital, pas avec des tuyaux, des machins, des trucs. Ils veulent décéder tranquillement chez eux. Donc, il faut remettre à domicile, et bien sûr, le domicile, comme vous dites, il est familial, et il se prête assez mal à des soins techniques. Forcément, c'est un domicile. Et donc, ça repose la question des soins, enfin, de la nature des accompagnements qu'on va mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir avec les professionnels. Et je vois Patrick Michaud qui a levé la main, qui est un médecin que je connais bien des soins palliatifs. La discussion est compliquée avec les professionnels. Parce qu'en fait, eux, c'est leur métier que de faire des soins techniques le plus longtemps possible. Hein. C'est par définition. Et on le voit dans les prises de position sur l'aide à mourir, sur la fin de vie, etc. Donc voilà, ça pose la question de la nature des soins qu'on peut faire à domicile. D'où ces maisons d'accompagnement qui permettent de faire le tampon quand c'est plus possible à domicile pour une raison ou pour une autre. C'est l'aspect que vous évoquiez d'un domicile qui est familial et de temps en temps, la famille en a assez et il faut prévoir des solutions comme ça, tampon, avec ces maisons d'accompagnement. Ça existe ailleurs, hein, donc on n'a fait que reproduire ce qui existait. Alors, la question sur les aidants, j'ai très peu détaillé les mesures sur les aidants parce que justement, il y a cette. Je vais me faire comme ça quand je parle. Il y a cette stratégie des aidants qui est en fait pas du tout une stratégie, qui est en fait un plan, c'est-à-dire une succession de mesures et de mesures assez opérationnelles. Et en fait, vous savez que cette stratégie des aidants, vous êtes pour une part d'entre vous des politiques, ou vous connaissez bien la politique, en fait, était gérée par l'autre ministère, qui était le ministère des Solidarités. Et pour des raisons que je ne veux pas détailler, ça a été un peu compliqué. Mais bien évidemment, vous avez raison, il faut réintroduire les aidants des pathologies chroniques dans la stratégie nationale des aidants. Et donc, il y a un certain nombre de mesures comme la prise en compte de congés, comme la prise en compte même d'un dédommagement pour ceux qui feraient le choix d'accompagner à domicile, parce que c'est un effort qu'ils font pour ne pas solliciter la solidarité avec une hospitalisation, hein, par exemple. Donc, voilà, c'est encore en discussion, je ne veux pas trop détailler, mais il y a un point qui me semble important, et il y a des associations avec lesquelles qu'on a auditionné et qui étaient dans l'instance, c'est de développer le bénévolat, plus qu'il ne l'est en France, et vous avez des pays où le bénévolat, notamment le bénévolat de service, c'est-à-dire des gens qui sont prêts, y compris à faire des choses au domicile, et non pas simplement accompagner. Développer le bénévolat de service nous semble être une piste intéressante. Vous avez beaucoup de gens qui sont totalement à même de faire des choses au domicile des autres. Voilà, je ne veux pas être trop long et je m'arrête sur ce. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, peut-être juste pour garder la séquence là, sur le sujet bénévolat et accompagnement à domicile, je vais passer la parole en priorité à Adrien Seret là, de l'association Voisins et Soins, qui me semble avoir posé une question qui est dans le droit fil de ce qu'on vient de dire. Et peut-être, si vous en êtes d'accord, peut-être des questions un tout petit peu plus courtes pour qu'on puisse voilà, garder le temps qui reste. Il y a beaucoup d'interventions encore à passer. Donc, je vous laisse la parole, docteur Seret. Je vais répondre plus rapidement. Ouais. Non, pardon, c'est pas pour Bonjour. Merci beaucoup, professeur, pour ce rapport tout d'abord. Merci beaucoup d'avoir, à l'ESPT, d'avoir organisé ce webinaire. Moi, je suis médecin généraliste et je me suis spécialisé en soins palliatifs. Je suis directeur médical d'une petite association qui s'appelle Voisins et Soins Visitatio. Et on se développe dans 11 localités, Paris, Tours, Le Puy-en-Velay, Toulon. Voilà, et puis on essaie d'expérimenter. Enfin, notre mission première, c'est d'essayer de déployer le bénévolat de service, justement, le bénévolat d'accompagnement à domicile et en EHPAD. Ça fait 6 ans qu'on essaie de trouver les arcanes administratives, financières pour essayer
de déployer ce modèle à grande échelle. Et voilà, on a fait plusieurs constats. Le bénévolat de service, c'est passionnant, c'est nécessaire, mais ça a besoin d'être pensé, encadré, et les bénévoles ont besoin d'être sécurisés à domicile. Le bénévole, l'accompagnement à domicile, c'est vraiment un accompagnement à part. C'est beaucoup plus compliqué qu'à l'hôpital parce que les patients sont éparpillés dans leur domicile, dans les EHPAD, ils sont complètement isolés. Et il faut une organisation bien dédiée avec des soignants pour sécuriser le bénévole, le former, l'aider dans ses démarches. Et on a aussi constaté que nous, ce qu'on crée, ce qu'on essaie de créer, ce sont des équipes hybrides, hein, avec des soignants et des bénévoles au sein d'une même équipe pour apporter cette pluriprofessionnalité, tous ces regards complémentaires sur la personne humaine qui souffre. Et ces bénévoles sont magnifiques dans tous les services qu'ils délivrent, dans l'écoute, bien sûr, qu'ils apportent aux aidants, au soutien pour les aidants et aux patients, mais aussi dans les services qu'ils apportent. Mais on s'est rendu compte que les services étaient possibles uniquement si le soignant pouvait valider, par exemple, aller faire une promenade avec un patient qui a des métastases osseuses nécessite tout de même la validation du médecin de l'équipe pour vérifier que la métastase, que le projet soit fiable et que le patient ne se casse pas la jambe. Pour donner à boire, c'est pareil, il faut une évaluation des troubles de déglutition. Donc, il faut quand même une responsabilité du médecin et de l'infirmière pour missionner les bénévoles au chevet du malade à domicile. Et à l'inverse, moi je suis médecin et je témoigne, c'est une chance de pouvoir travailler avec des bénévoles parce que ça nous permet d'apporter la globalité, enfin d'adresser les problématiques sociales, solidaires, psychologiques, existentielles, parfois spirituelles, parce que les bénévoles sont souvent des philosophes, des anciens enseignants, des anciens avocats. Ils ont des compétences non soignantes qui apportent un regard incroyable sur la personne. Et donc, cet accompagnement global, moi, j'adore ce nouveau terme d'accompagnement. Je voulais vous remercier. Et ma question, du coup, c'est comment faire pour essayer de développer ces assos? Est-ce que vous avez prévu dans l'instance de gouvernance un chapeautage de certaines assos comme celle-ci qui essayent d'innover? Ou est-ce que ce sera un peu au coup par coup en fonction des ARS régionales? Pardon, j'ai été long. Merci de votre question. Alors, une remarque un tout petit peu générale. La loi aura 3 volets, comme ça je réponds à ce que j'ai vu passer un peu sur le chat. Pour autant que je sache, dans sa forme actuelle, s'il n'y a pas de remise en cause, il n'y aurait, et le président de la République a fait un démenti quand certains ont dit, il a annoncé qu'il y aurait 2 lois. Il a publié un démenti. Donc, pour l'instant, de ce qu'on sait, il n'y aura qu'une loi avec une partie sur les soins d'accompagnement, une partie sur le renforcement des droits des patients, et c'est là où je voulais en venir, et une autre partie sur l'aide à mourir. Donc, soins d'accompagnement, on l'a vu. Sur ce que vous dites, moi, je pense qu'il faut éviter de médicaliser à tout prix tout ce qui se passe pour les patients. Il faut arrêter de tout vouloir médicaliser, et comme si les médecins savaient tout et étaient capables de tout. Un patient, dès lors qu'on lui a dit, il sait très bien ce qu'il peut faire, ne pas faire, ce qui est possible, pas possible, et si ce n'est pas lui, l'aidant le sait parfaitement. Donc, autour du bénévolat, on ne va pas demander, je le dis en tous les cas tel que je le pense et tel qu'il y a eu les premières discussions, on ne va pas demander aux médecins de valider les bénévoles ou pas les bénévoles, etc. Parce que je ne vois pas pourquoi c'est des médecins qui auraient à valider ça. Enfin, moi, je suis médecin aussi, hein, je connais mes limites. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas un problème de médecin, c'est un problème d'organisation d'une prise en charge et du bénévolat. Et c'est pour ça qu'on a souhaité placer ça dans le cadre du renforcement du rôle des collectivités territoriales. Parce que s'il y a des gens qui connaissent bien les associations, ce sont les collectivités territoriales.
Et s'il y a des gens qui peuvent les mobiliser, ce sont les collectivités territoriales. De mon point de vue, plus que les ARS, plus que toute autre personne, parce que c'est eux qui sont en lien avec la population. On a vu l'expérience au Québec de ce qu'ils appellent les communautés compatissantes. Hein, on a fait une proposition en changeant un peu le terme, parce qu'en France, vous prenez communauté, bing, vous avez un zéro pointé, et vous mettez compatissante, et vous avez un deuxième zéro pointé derrière. Donc, on a changé le terme, mais c'est ça, on a pris ce modèle des communautés compatissantes. C'est quoi? C'est une organisation de l'accompagnement des personnes par la communauté, et notamment par la communauté territoriale dans laquelle se situe la personne. Et je pense que ça, il va falloir le défricher, il va falloir le concevoir, parce qu'on n'a pas cette expertise en France du rôle des collectivités dans l'accompagnement et le service rendu à la personne. Et ça, c'est les collectivités. Moi, j'ai vraiment beaucoup plaidé, et je vous promets que ça n'a pas été facile, pour renforcer les rôles des collectivités sur cet aspect-là. Donc, ça ne répond pas directement à votre question, mais un tout petit peu, pour dire que ça, c'est une porte qu'on a ouverte. Il a été validé qu'on ouvre la porte, mais pour l'instant, il faut créer ce qu'il y a derrière la porte. Et ça, on ne pourra le faire qu'avec les collectivités et avec les associations pour fixer le cadre dans lequel le bénévolat de service et le bénévolat d'accompagnement peuvent se réaliser. Donc, Merci, Franck. c'est pour ça que je dis qu'il y a encore beaucoup de travail. Passer d'une stratégie à une feuille de route, c'est beaucoup de boulot. Hein. De mon point de vue, il y a plus d'1 an de travail, de formalisation, de rencontres, de travail spécifique avec les uns et les autres pour faire une vraie feuille de route, c'est-à-dire élaborer le cadre réglementaire et le cadre tout court dans lequel, et le cadre fonctionnel, si je peux dire, dans lequel les choses se mettent en œuvre. Bon, en tout cas, on a bien entendu, et je peux te dire que SPT, en tout cas, sur l'aspect déclinaison territoriale, parce que je vois que dans les auditions que vous avez faites, en fait, pour l'instant, les collectifs d'élus ont été assez peu, les représentants des élus ont été assez peu concertés. Donc, je pense que pour affiner la mise en œuvre opérationnelle de ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire le collectif territorial, l'organisation territoriale, il faut vraiment qu'il y ait des échanges voilà, en bilatéral avec les représentants des élus pour qu'on puisse voilà, se rendre compte aussi de ce qui est faisable, parce que je pense qu'il y a des choses aujourd'hui où les collectivités n'ont pas forcément envie d'aller parce qu'elles ont des problèmes de financement, elles ont des problèmes de ressources, enfin bref, donc on ne va pas ouvrir ce chapitre-là, mais en tout cas, je pense que c'est important qu'on puisse croiser les regards à la fois de ce qui a été porté par le gouvernement et par la stratégie, l'instance, et les organisations d'élus. Et c'est bien pour ça que ce webinaire est intéressant, parce que ça ouvre des plages de négociation. Donc, je vais laisser la parole à Patrick Michaud, qui a demandé la parole depuis un certain temps, et le docteur Younissi, peut-être qui a retrouvé son micro. Donc, Monsieur Michaud d'abord. Très bien, merci beaucoup. Alors évidemment, j'aurais beaucoup de commentaires à faire ou de remarques. Donc je vais essayer d'être concis. Alors je voudrais d'abord, à la suite de M. Braoudakis, reparler du problème du domicile. Il se trouve qu'en 1996, donc ça fait déjà pas mal d'années, avec un certain nombre de collègues, nous avons créé sur la région stéphanoise un des tout premiers réseaux donc, de soins palliatifs. Et notre objectif, j'étais généraliste à l'école, mais tout en à domicile et tout en étant médecin hospitalier également. À l'époque, je m'occupais pas mal de sida et puis de cancer donc après. Et effectivement, les chiffres étaient assez frappants, qui sont à peu près les mêmes, hein, 60-70% à peu près de la population des gens souhaiteraient mourir à domicile. Et en fait, c'est l'inverse, hein, 70% des gens décèdent donc à l'hôpital. Voilà, donc notre objectif, c'était de dire, ben voilà, il faut créer une structure, un réseau, pour permettre aux personnes donc, de mourir à domicile comme elles le souhaitent. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que mourir à domicile n'était pas forcément un objectif.
Et c'est pour ça que je ne veux pas mettre de bémol à ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, si on meurt à domicile, c'est très bien, mais mourir à domicile, c'est pas toujours quelque chose de simple. Et je pense que l'objectif premier, c'est par contre de passer en fin de vie le plus de temps possible à la maison, même si les tout derniers jours, une hospitalisation est obligatoire tout simplement parce que à domicile, le moment du mourir revêt une charge émotionnelle extraordinaire, que par ailleurs on peut avoir des symptômes pas forcément contrôlés. Alors je pense à la douleur, mais je pense à d'autres symptômes également très fréquents, qui sont tout simplement les problèmes de dyspnée, d'encombrement, de râle agonique, qui impactent énormément donc les familles. Et il se fait que, voilà, 2 jours ou 3 jours avant le décès, effectivement, une hospitalisation est possible. Et pour avoir vraiment un décès à domicile, eh bien, il est indispensable vraiment qu'une équipe de soignants à domicile soit en lien avec l'équipe de l'hôpital. J'ai toujours dit, pour accompagner un patient et pour prendre en charge un patient correctement, il faut vraiment… L'hôpital a besoin du domicile et le domicile a besoin également donc de l'hôpital. Et c'est en ce sens que je pense que cette notion et ce projet donc de maison d'accompagnement est quelque chose de tout à fait intéressant. Nous, en 97, on avait déjà pensé pouvoir créer une structure de ce type, hein, comme Franck l'a dit, un SAS qui permet aux malades de se retrouver dans un milieu peu médicalisé et qui permet en quelque sorte à la famille de s'habituer à l'accompagnement. Donc ça dans un sens, et puis dans l'autre sens, tout simplement permettre à la famille de prendre un peu de répit, parce qu'on sait souvent également qu'en soins palliatifs, eh bien, les hospitalisations sont liées aussi à une surcharge de la famille et un burn-out donc de la famille. Voilà. Donc, il est vraiment extrêmement important également donc, que le domicile soit accompagné. En ce sens, les équipes mobiles territoriales, là aussi, c'est une mesure extrêmement importante. Alors, je rappelle quand même qu'aujourd'hui, il y a des réseaux avec des équipes de coordination qui peuvent aller à domicile, ce n'est pas de partout. Et puis, il y a également les services d'hospitalisation à domicile qui peuvent jouer également donc, ce rôle d'accompagnement. Voilà. Alors, moi, je trouve que Franck le sait, globalement, moi, je suis très favorable donc, à ce projet de loi, à cette stratégie décennale. Je trouve qu'il y a vraiment des choses très, très intéressantes. Une des choses également très intéressantes, je trouve, ça c'est une remarque, c'est le plan personnalisé d'accompagnement qui va vraiment permettre de se mettre dans l'anticipation. Parce qu'en soins palliatifs, le maître mot, c'est l'anticipation. Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très bien. On connaît les directives anticipées et pour moi, ce plan personnalisé d'accompagnement, eh bien, c'est en quelque sorte voilà, des directives anticipées qui vont être élaborées avec l'équipe soignante, avec la famille, etc. pour que vraiment le malade qui sait qu'effectivement il a une maladie grave, chronique et qui va le conduire à la mort, puisse être certain que ces volontés donc, seront exaucées. Voilà. L'autre élément important de cette loi, c'est l'aspect universitaire. Alors, Franck l'a dit également, hein, je trouve tout à fait déplorable qu'aujourd'hui encore les soins palliatifs ne soient pas véritablement reconnus. Et ça, c'est quelque chose que j'espère que ça va changer. Voilà. Et puis, simplement, je vais terminer en reprenant un petit peu le bénévolat et avec ce que disait M. Sorel, évidemment, j'approuve complètement donc à 100%. Et cette notion également de communauté compatissante qui aura un autre nom chez nous, mais qui me paraît aussi extrêmement intéressante. Voilà. Mais bon, évidemment, se pose évidemment la question à la fois du recrutement des bénévoles, parce que ça, ce n'est pas simple du tout aujourd'hui, on le connaît tous dans nos associations, et puis évidemment celui de la formation. Et simplement pour terminer, je dirais que dans notre pays, la France a été le tout premier pays européen à légiférer sur les soins palliatifs. Je rappelle la loi de Lucien, qui a été portée par Lucien de Vire, donc la loi du 9 juin 1999, qui normalement
devait permettre à toute personne qui en avait besoin de pouvoir bénéficier de soins palliatifs. Cette loi remonte à 99, à 30 ans. Depuis 30 ans, rien n'a été fait. Donc, j'ose espérer qu'avec ce qui se passe en ce moment, eh bien, on pourra avancer un petit peu plus rapidement. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas si ça appelle une réponse de Franck Chauvin, mais en tout cas, vous avez… Vas-y, si tu veux. Oui, très rapidement. Merci, Patrick. Sur le constat, effectivement, 9 juin 99, 2024. Et en fait, quand on discute, y compris avec les professionnels des soins palliatifs, c'est ça ne marche pas, donc il faut continuer pareil. Moi, je suis toujours un peu surpris quand quelque chose ne marche pas au bout de 30 ans et on dit, ah bah oui, tiens, il faut continuer à faire pareil. C'est quand même toujours un peu bizarre. Or, qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans? En fait, on a médicalisé. Et en fait, on se retrouve avec près de 300 000 personnes par an qui nécessiteraient une prise en charge à des degrés divers, qui n'ont comme seul recours, enfin comme recours principal que l'hôpital. Et vous voyez créer 300 000 lits, enfin il faudrait peut-être 100 000 lits. Qui va les payer? Est-ce que la société est prête à faire ça? À mon avis, non. Donc, c'est pour ça qu'on a changé de paradigme en disant, en fait, que la solution, la voie dans laquelle on s'est engagé n'apportera pas la solution à la volonté de Lucien Neuwirth, qui était tous les patients qui en ont besoin doivent accéder à des soins palliatifs. Et si on veut le faire, en fait, il faut forcément changer de façon de procéder. Et ça, c'est le deuxième point enfin un des points que tu as évoqué, c'est bien sûr qu'il faut garder des lits hospitaliers, mais actuellement, les lits hospitaliers, ils sont bloqués sur des périodes assez longues. Mais non, un hôpital, ce n'est pas fait pour prendre en charge des personnes sur une longue période. C'est fait pour prendre en charge des personnes, soit pour mettre en route quelque chose, soit pour ajuster devant un événement intercurrent, mais il faut qu'il y ait des solutions d'amont et d'aval, parce que sinon, ça ne marche pas. Alors, les soins d'accompagnement ne sont pas le seul domaine dans lequel ça ne marche pas. Mais notre vision uniquement hospitalière, en fait, et ça a été écrit par quelqu'un hein, il y a très très longtemps, c'était en 77, notre vision hospitalière nous amène forcément dans le mur. Donc, il faut repartir sur une vision plus équilibrée avec des soins hospitaliers qui ne peuvent être que des soins de recours et absolument pas des soins normaux, standards. Voilà, le reste, Ok, alors je vais peut-être repasser la parole au docteur Lounissi si maintenant elle peut se connecter, membre du bureau de la Ligue contre le cancer. Est-ce que vous pouvez nous… Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça y est, c'est parfait, madame. Ah, c'est parfait, je vous remercie. Bon, merci de me donner la parole. Avant tout, je tiens à remercier le professeur Chauvin hein, pour cet exposé qui est finalement très, très, très concis et qui nous donne véritablement la vision. Toujours pour dire que cette manière, cette nouvelle vision qui s'inspire des soins de support en matière de cancérologie, pour ma part, je la trouve tout à fait pertinente parce qu'en étant membre de la Ligue contre le cancer, c'est quelque chose que nous mettons en pratique pratiquement tous les jours pour les patients pendant leur traitement, même après leur traitement. Nous accompagnons même maintenant les personnes qui ont perdu un proche dans ce qu'on appelle communément le deuil. Donc, je pense que cette démarche est tout à fait pertinente. Le plan personnalisé d'accompagnement, c'est également quelque chose que je trouve pertinent et cohérent, sauf que vous dites que c'est quelque chose qui doit être mis en place dès le diagnostic, mais le diagnostic d'une maladie, de quelle maladie? Bon, les cancers, on les diagnostique, d'une maladie chronique, d'une maladie reconnue ALD, quel type de maladie, puisque vous dites que ce sont des maladies qui pourraient mal évoluer. Beaucoup de maladies peuvent mal évoluer. C'est comme ça, hein, on sait ce que représente un pronostic. Donc, est-ce que je peux avoir une réponse ou est-ce qu'on a déjà réfléchi sur ces types de maladies chroniques qui pourraient bénéficier dès le diagnostic
d'un plan personnalisé d'accompagnement. Et ma deuxième réflexion, c'est, je vous suis tout à fait, mais je pense que le boulot le plus difficile, ça va être justement de changer ces mentalités. Comme vous êtes en train de le dire, la vision uniquement hospitalière, c'est une vision vraiment, on va droit au mur, on voit bien qu'on n'y arrive pas et qu'on n'y arrivera quand même pas, même si nous étions dans une période de grande prospérité, et que c'est le fait de pouvoir accepter que la mort fasse partie de la vie, donc commencer par l'enseigner dès que les enfants puissent écouter, bien sûr avec un enseignement qui est convenu et qui est adapté à leur âge, et aussi de faire en sorte qu'on peut aussi finir sa vie à la maison. Et c'est ça le plus difficile, il me semble. Le vrai challenge, le vrai combat, c'est de changer ces mentalités, de dire, ma foi, votre père, votre mère peut rester à la maison, peut mourir à la maison, et justement anticiper ces angoisses dont parlait mon confrère, qui sont que lorsqu'il y a une détresse respiratoire, on peut en parler et dire qu'il peut y avoir une détresse respiratoire, un encombrement bronchique, et l'anticiper, leur dire que c'est pas que c'est pas grave, c'est la fin. C'est d'expliquer à la famille que la fin peut être comme ça et que, bon, à un moment donné, les choses s'arrêtent et on meurt. Voilà, c'était donc une question et une réflexion. Et encore une fois, merci pour votre présentation. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre rapidement. D'abord, pour vous dire, je ne sais pas si vous le savez, que j'ai été vice-président de la Ligue pendant assez longtemps, la Ligue nationale, pendant 6 ans, je crois, et administrateur pendant 10 ans. Et donc, le cancer m'a servi de modèle, en fait, pour élaborer la stratégie que je vous présente. Et si on traduit soins d'accompagnement en soins de support pour la cancérologie, vous retrouvez une partie de ce qui se passe dans la cancérologie et que la Ligue a contribué largement à développer. C'est le premier point. Deuxième point, vous dites quel type de pathologie? Moi, de mon point de vue, c'est toutes les pathologies chroniques. Parce que, si vous voulez, en cancérologie, par exemple, que je connais bien, puisque je suis cancérologue de formation, qui peut dire comment ça va évoluer? Et les problèmes de nutrition, les problèmes de douleur, les problèmes de maintien de l'activité, les problèmes de travail, vous les avez, y compris dans la phase initiale du traitement. Vous avez des complications de la radiothérapie, vous avez des complications de la chimiothérapie, etc., etc. Tout ça, ce qu'il faut mettre en œuvre, c'est bien des soins d'accompagnement. Quand vous avez quelqu'un qui ne mange plus parce qu'il a une radiothérapie, quelle qu'elle soit, et il faut bien mettre en place la nutrition, voire même une gastrostomie ou des choses comme ça. Tout ça, pour moi, ça rentre dans les soins d'accompagnement. Et donc, en fait, il faut avoir une vision très large des soins d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'on a souhaité ne pas se limiter aux soins palliatifs. Parce qu'en France, soins palliatifs, c'est des soins techniques qui se délivrent dans les 2 dernières semaines de la vie. Eh bien non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il faut pouvoir les mobiliser très en amont et les mobiliser de façon graduelle au fur et à mesure de l'évolution de la personne. Donc, pour nous, clairement, c'est toutes les maladies chroniques, parce que qui peut dire à l'avance qu'on va avoir besoin d'un nutritionniste, d'un référent douleur, etc., etc. Pour l'instant, personne ne peut prédire ça, donc autant l'anticiper, comme le dit Patrick, hein, c'est l'anticipation, c'est la règle, c'est le maître mot d'un traitement efficace. Voilà, après, changer les mentalités, c'est pour ça qu'on a une mesure qui prévoit effectivement de faire de l'éducation à la santé. Et là, effectivement, il faut mobiliser les collectivités et les associations parce que, certes, ça va être l'éducation nationale, mais on va avoir besoin de ressources, y compris pour faire ça. Alors là encore, la Ligue a montré le chemin. La Ligue intervient dans les écoles, etc., pour ces questions. Super. Je vois que dans le chat, il y a une question qu'on n'a pas encore abordée tellement, c'est celle concernant la formation, la mise en place d'un DU ou d'une spécialité
de l'accompagnement et des soins palliatifs. Est-ce que tu peux y revenir? Je te reprends la question. Ouais, mais Alors, c'était le risque, effectivement. Je vois bien la question, elle est orientée. À la fois, il faut effectivement une reconnaissance de la spécialité pour développer la recherche et donner à cette spécialité la place qu'elle mérite. Et en même temps, il y avait ce risque aussi de déposséder les autres spécialités médicales et les médecins généralistes, enfin ceux qui ont voilà, une formation vraiment généraliste, les déposséder du sujet de la fin de vie. Donc, comment on concilie à la fois le besoin de spécialisation d'un côté et le besoin d'intégrer dans la pratique médicale, je dirais, usuelle, cette prise en compte de l'anticipation et de l'accompagnement des personnes qui, de toute façon, vont être un jour ou l'autre en situation de fin de vie. Oui, alors c'est un problème qui est ancien, hein. On a exactement le même en cancérologie entre la cancérologie transversale et les spécialistes d'organes. Alors, qui disent, ah ben moi aussi je fais de la cancérologie parce que je suis gastro, etc. Il faut arrêter cette histoire. On a la même chose en gériatrie. Est-ce que et puis on a la même chose en pédiatrie. Est-ce qu'un neurologue pédiatre est d'abord neurologue ou pédiatre? Est-ce qu'il est, enfin bon, tout ça me semble être des discussions byzantines, mais on les a en ce moment avec les doyens hein, qui ont tous réagi. Ah, vous n'allez pas créer une spécialité. Alors j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. En fait, je crois que personne ne veut voir émerger cette spécialité. Et en fait, tout s'est passé depuis, alors 30 ans, je ne sais pas, mais depuis 20 ans, pour que cette spécialité n'émerge pas. Et je pense que d'ailleurs, les médecins des soins palliatifs n'ont pas réellement envie ou n'avaient pas réellement envie de faire émerger cette spécialité. Pourquoi? Alors là, c'est un peu mystérieux, mais moi, je vois les choses, alors je suis universitaire, hein, je les vois un peu différemment. Si vous voulez qu'une spécialité existe, si vous voulez qu'il y ait des crédits, si vous voulez qu'il y ait une recherche, eh bien, en fait, il faut créer des leaders, parce que c'est comme ça que ça marche, et il faut des leaders dans cette spécialité. Et j'ai regardé en termes de leadership et en termes de publication au niveau européen, au niveau mondial, eh bien, ça m'a rappelé curieusement ce qui se passait en cancérologie en 2003. En 2003, la France était peu représentée. Maintenant, on a en cancérologie, et peu importe que ce soit des spécialistes d'organes, de ceci, de cela, peu importe. Mais en cancérologie, on a maintenant des leaders mondiaux. C'est-à-dire qu'en 20 ans de plan cancer, en fait, on a créé une spécialité avec un réel leadership. Et je pense qu'il faut qu'on fasse la même chose sur les soins d'accompagnement, soutenu par un plan recherche, et ça, c'est acté. On a un plan recherche qui, je ne vais pas donner les chiffres pour éviter de les voir apparaître sur les réseaux sociaux, mais qui est un montant substantiel qui est acté pour soutenir sur 10 ans la recherche sur les soins d'accompagnement. Donc, si vous voulez, peu importe que les gens viennent de la neuro, qui viennent de la cancéro, peu importe. Ce qu'il faut, c'est créer une spécialité, créer un corpus de cette spécialité et faire émerger des leaders à 10 ans dans cette spécialité. En tous les cas, c'est ma conviction. Mais je suis arrivé à convaincre, en tous les cas, les autorités partantes. On verra si celles qui arrivent reprennent ça ou pas. Ok, alors je ne vois pas d'autres. Monsieur Braoudakis veut reprendre la parole et sinon, moi j'avais une question concernant l'articulation maison de répit et maison d'accompagnement, mais on pourra y revenir après, si tu veux bien préciser le Oui, lien. bien sûr. Monsieur Braoudakis, si vous voulez reprendre la parole, pas de problème. On ne vous entend pas. On ne vous entend plus. Vous avez dû recouper votre micro, monsieur. On ne vous entend pas. Ma souris a Voilà. rebondi. Voilà. Je voulais juste parler de la question de la recherche. J'ai bien entendu
ce qui n'aurait pas dû être éventuellement dit. Je suis content que ce volet-là aussi fait partie enfin, il y aura un plan en recherche ad hoc. Et moi, je voulais faire une remarque. Je regardais parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un chapitre, je dirais, de la recherche et de l'aide concernant les soins palliatifs. Hein. Il y a année après année des postes qui sont ouverts. Alors, j'ai regardé le profil des gens et les équipes qui reçoivent ce type d'aide. Et ce que je viens d'entendre, ça me confirme quand même sur une inquiétude. La recherche en soins palliatifs d'aujourd'hui devait s'étendre aussi, en plus de la recherche médicale, purement médicale, qu'il faut effectivement renforcer, aller vers une, je dirais, une qualité comparable à ce qui se fait au niveau de pays avancés dans le domaine, mais aussi, il ne faut pas oublier la recherche sociologique, la recherche, je dirais, sciences humaines sur le sujet. Et pour quelle raison? C'est qu'on a besoin de travailler dans toutes les questions de coordination avec des services médico-sociaux, sociaux et médicaux. En plus, donc, on connaît très mal les statistiques, les données sur ce qui se passe effectivement sur le terrain. Donc, je pense qu'il ne faut pas seulement penser recherche médicale, on est bien d'accord qu'il faut la renforcer, mais aussi ouvrir la recherche en soins palliatifs pour les sciences humaines. Et on a des exemples de réussite dans ce domaine-là. Une dernière aussi information, on a travaillé beaucoup l'année dernière, localement en Isère, sur le sujet des soins palliatifs, mais en lien avec des élus. Ces élus étaient des parlementaires. C'est eux qui nous ont sollicités. On a fait plusieurs séances avec eux et on serait heureux que les élus des collectivités aussi maintenant puissent entrer dans le débat parce qu'ils vont jouer un rôle, je dirais, indispensable. Avec les parlementaires, le lien se fait, les territoires, disons, les stations, pour un certain nombre de raisons que vous comprenez, mais pour les élus locaux, on est tout à fait prêt, je pense, dans les différents UDAF qui sont départementales, de travailler avec les collectivités locales. J'ai terminé. Merci, merci beaucoup. Alexandra, on ne t'entend pas. Non, je dis, votre intervention tombe très bien, parce qu'élus Santé publique et territoire, on est justement des associations d'élus locaux et pas des parlementaires. Enfin, il peut y avoir des parlementaires qui participent à nos webinaires, on n'est pas du tout sectaire, mais voilà, vu le non-cumul des mandats, je pense qu'effectivement, c'est important d'avoir des élus de terrain sur ces questions-là. Il nous reste assez peu de temps, donc je vais demander à Franck éventuellement de répondre à M. Braoudakis. Et ensuite, on a dans le chat, je vais les regrouper, là, les questions. Il y a une question concernant l'articulation des équipes mobiles, soins d'accompagnement que tu as évoqué comme une des mesures avec les équipes mobiles existantes de soins palliatifs. C'est une question importante. Et peut-être on pourra aborder l'articulation maison de répit, maison d'accompagnement qui a été, que j'avais aussi besoin de bien clarifier vis-à-vis du rôle des collectivités locales d'ailleurs dans leur financement. Et enfin, une question qui était un peu plus polémique, qui portait sur le sujet de la présentation du secours inversé, je ne sais pas comment ça a été libellé, secourisme inversé, voilà, qui a été abordé, je ne sais plus à quel moment dans la communication autour de vos travaux. Voilà, merci d'essayer de répondre si tu le peux. Oui, très rapidement sur la recherche. Effectivement, je suis un vieux briscard des plans de santé publique. Il n'y a pas un plan de santé publique qui n'ait pas un volet recherche.
Enfin, quand vous dites volet recherche, si vous dites ça, vous n'avez rien dit. Parce que, en fait, ce n'est pas ça qui compte. C'est d'avoir une enveloppe qui est protégée pendant une période et qui fait émerger des équipes. Or, moi, j'ai regardé les équipes de recherche qui existaient, j'en ai pas trouvé. Il n'y a pas d'équipe INSERM, il n'y a pas d'équipe CNRS, il y a quelques chercheurs comme ça isolés. Donc, si on veut faire émerger des équipes à terme, eh bien, en fait, il faut sanctuariser ce budget. Donc, si vous voulez développer la recherche sur les aidants, par exemple, ça n'aura jamais aucun poids. Ce qu'il faut, c'est savoir ce que vous mettez, comment l'Agence nationale de la recherche sanctuarise un budget. Donc, ça, c'est les politiques qui peuvent le décider, etc., etc. Ensuite, il ne me semble pas avoir parlé de recherche médicale, ou alors c'est un lapsus, mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Et pour moi, la recherche, elle est évidemment pluridisciplinaire, encore plus dans ce champ qu'un autre. Et bien sûr, la recherche en sociologie, la recherche en anthropologie, et ceux qui me connaissent sont très importants, et ceux qui me connaissent savent à quel point, y compris dans mon équipe, j'ai des sociologues, etc. Et je pense que notamment tout ce qui tourne autour du récit du décès, il y a des gens qui travaillent là-dessus, sur comment dans une famille on travaille autour du récit, etc., sont des pistes extrêmement intéressantes pour favoriser le maintien à domicile des personnes. C'est-à-dire qu'il faut arriver à travailler là-dessus, et ça, on a vraiment besoin des chercheurs. La seule question, c'est que j'ai cherché les équipes françaises qui étaient leaders européens dans le domaine. J'ai vraiment eu de la peine à trouver. Donc, il faut qu'on fasse émerger une recherche. Alors, ensuite, pour répondre aux questions d'Alexandra, articulation équipe mobile hospitalière, équipe mobile de territoire, moi, je pense qu'il faut que les territoires puissent avoir des équipes mobiles de soins d'accompagnement. Après, peu importe d'où elles viennent, je pense qu'il faut qu'on arrête de penser que dans notre pays, le donneur d'ordre, celui qui impulse, c'est l'hôpital. Ce n'est pas comme ça que les systèmes de santé marchent. L'hôpital, c'est du recours. Ça ne peut pas être celui qui donne d'une prise en charge. L'hôpital, par définition, dans un système de santé qui marche, c'est du recours. Donc voilà, l'articulation, on verra, mais je pense que tous les territoires, après, il faudra définir ce que c'est qu'un territoire, et ça, je ne m'y risquerai pas en 5 minutes ou en 2 minutes, doivent avoir une équipe. Ensuite, sur maison de répit et accompagnement, eh bien, c'est très simple. Les maisons de répit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est des structures forcément temporaires, c'est des structures fragiles qui reposent sur la bonne volonté d'une personne, d'une équipe, de je ne sais pas qui. Et en fait, ça n'existe pas. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est de créer un cadre réglementaire qui permette d'accueillir toutes ces expériences qui sont montées par les uns les autres. Alors, un coup, c'est une fondation, un coup… Non, il faut que la collectivité finance ces structures, qui sont des structures intermédiaires, qui sont à la disposition des équipes de soins primaires, c'est-à-dire les équipes des territoires. Et qu'on permette à ces gens-là de travailler sans savoir si l'année prochaine, ils existeront encore. Parce que, en fait, ce qui se passe pour toutes ces structures, c'est qu'effectivement, il y a les ARS qui financent. Mais un directeur d'ARS a une espérance de vie assez courte. Hein. Et donc, vous changez de directeur et bing, vous changez de conditions. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que ces gens-là puissent s'inscrire dans la durée pour travailler correctement, sans avoir à se soucier du lendemain ou du surlendemain. Donc voilà, bien évidemment que ça devra inclure, en tous les cas, pourront répondre à l'appel à projet toutes ces structures qui existent à droite à gauche et qui pourront rentrer dans le cadre
de ces maisons d'accompagnement qui seront à la nomenclature des établissements. Il y avait une dernier point, mais très rapide du docteur Seret, mais je vous passe la parole pour 1 minute parce que malheureusement, on arrive aux fins de ce webinaire. D'accord. Donc, c'était juste pour une précision parce que je, moi, j'habite à Tours et je suis sur un dossier maison d'accompagnement. On est sur le calcul des ratios et on voulait savoir, est-ce que vous avez déjà réfléchi à une enveloppe qui nous sera mise entre les mains? Parce que ça nous aiderait bien dans le calcul de ratio pour ne pas verser dans le soin palliatif low cost. Nous, on essaie de trouver la voie de milieu entre l'EHPAD, moi je suis médecin coordonnateur d'EHPAD, et l'unité de soins palliatifs, qui est très très coûteuse, très, très intéressante pour les soins palliatifs complexes, avec 2,5 ETP médecins, c'est énorme. Et en EHPAD, on est sur des ratios qui sont trop légers pour vraiment installer la démarche palliative, prendre le temps avec les patients, réévaluer les douleurs, etc. Donc on voit bien que les deux, là on est dans le grand écart. Il y a les USP qui sont très coûteuses, les EHPAD qui ne sont pas forcément adaptés, qui sont adaptés pour la gériatrie, la maladie d'Alzheimer. Et au milieu, il manque voilà, ce trait d'union, comme vous l'avez bien expliqué, il apparaît maintenant dans votre plan décennal. Mais comment financer et sur quelle enveloppe on peut se baser pour calculer nos ratios? Parce que nous, là, on fait un peu au pifomètre en attendant un petit peu d'avoir l'appel à projet. Mais moi, ça m'aiderait bien pour calibrer mon équipe là, qui va recevoir ces patients dans les prochains mois. Je ne sais pas s'il y a déjà un chiffre, grosso modo. Ça m'étonnerait, mais bon, Et puis une voie juridique. Alors, vous oubliez, l'HAD, et vous oubliez Bah oui. les lits de soins palliatifs. Donc, en fait, il y a deux échelons intermédiaires entre le domicile et les lits de soins palliatifs. Et donc, on propose en fait de rajouter, nous, les maisons d'accompagnement. Alors, je ne peux pas vous donner les chiffres. Oui, bien sûr qu'on a calculé. Ils existent, je ne peux pas vous les donner pour l'instant. C'est des outils de travail. Je ne voudrais pas blesser les uns et les autres, mais l'hospitalisation à domicile, ce n'est pas anodin comme coût, hein. C'est un coût qui est un coût substantiel. Donc, nous, le ciblage, c'est d'être moins cher que l'hospitalisation à domicile. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. L'idée, mais vous l'avez compris, c'est d'avoir des structures dont les frais de fonctionnement sont faibles parce que adossés nécessairement à une autre structure qui prend en charge les frais de fonctionnement, les feuilles de paye, les machins, les trucs, etc. Donc, c'est adossé à une autre structure pour qui le coût marginal va être assez faible, hein. C'est des structures de 12 à 15 lits à peu près. Et c'est des structures peu médicalisées, donc peu de temps médical, puisque l'idée, c'est que ce soit les équipes de soins primaires qui puissent venir, et notamment les médecins généralistes qui puissent venir assurer le suivi, puisque c'est des structures de proximité, et en revanche, du personnel paramédical, si on l'appelle encore comme ça, disons des soignants, qui peuvent être financés et nous, voilà, dans les schémas, pour l'instant, ça tourne. Et on sépare ça de l'investissement parce qu'il y aura une enveloppe spéciale pour l'investissement. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire construire les structures ou adapter une structure qu'aurait une collectivité, par exemple, un ancien EHPAD ou voilà. Ok, très bien, merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, on arrive vraiment à la fin de ce webinaire et je pense qu'on pourrait y passer toute l'après-midi tellement le sujet est passionnant et on ouvre à chaque fois des tiroirs de questions différents, mais on va libérer le temps. Je remercie beaucoup Franck Chauvin une fois de plus au nom de tous les participants et bien sûr de SPT pour sa disponibilité et toujours la profondeur de son analyse sur ce sujet majeur. Peut-être, Véronique, tu veux peut-être dire un mot sur les prochains
webinaire éventuel qu'on pourrait proposer, que j'ai plus en tête, je devrais l'avoir, mais est-ce qu'on a une date pour les prochains webinaires? Et sinon, Je suis bien en train sûr. de regarder ça. Oui, c'est en mars. Ça doit être de mémoire le 19 mars et ça va tourner autour de la téléconsultation, télécabine. Donc, si je ne me trompe pas, je vous le dis tout de suite, ça devrait être... non, le 14 mars, autant pour moi. Le 14 mars prochain, on aura donc notre prochain webinaire avec à peu près un peu plus d'un mois, cinq semaines avant l'annonce à tout notre réseau de ce nouveau webinaire. Donc, voilà. Alexandra, est-ce que tu veux dire un autre mot Non, avant? je vais juste vous renouveler nos remerciements et surtout dire que le rapport de Franck Chauvin est en ligne sur le site du ministère de la Santé. Il est très facile à trouver, mais on pourra vous On le mettre le mettra, lien. on le mettra, Étienne, avec l'annonce du replay, tout ce qui est associé. Peut-être que si Franck est d'accord également à ce que l'on partage, est-ce qu'on publie les slides présentés? Est-ce que c'est possible, Franck, qu'on puisse les publier? Oui, je demande simplement à ce que chacun les garde pour lui, voilà, D'accord. ne Donc, on ne le soit pas mettra pas rendu sur le site. public. Voilà. Compris. Voilà. Donc, on le mettra pas, on ne les mettra pas sur le site. Voilà. On Et les vous les enverra passez aux participants avec un message et particulier. on les passait en PDF, si possible, Bien sûr, de bien sûr. façon à ce que ce ne soit pas Bien modifié sûr, trop facilement. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, Et chacun, on vous rend. Oui, bien sûr, Franck. Oui. un mot simplement, j'ai pas répondu, je vois en lisant le chat, je n'ai pas répondu au secourisme inversé. Je vais y répondre d'une autre façon. Tous les projets de loi, quand ils sont préparés par un gouvernement, comportent une partie d'accompagnement des articles, etc. Et là, il se trouve qu'il y avait ce terme dans le texte d'accompagnement. Dans le projet de loi, il n'y a pas le texte d'accompagnement. Donc, ce texte-là n'existera plus et bien évidemment, ce n'est pas d'actualité. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette précision importante et je crois qu'on peut vous souhaiter à tous une très bonne fin d'après-midi et je vous invite effectivement à ce qu'on puisse poursuivre nos échanges lors du prochain webinaire du mois de mars. À bientôt. Merci, Alexandra. Merci. Merci à Merci, au tous. revoir. Et merci beaucoup à vous Merci. tous. Hein. Merci, c'est très Merci riche et beaucoup. très intéressant. Et à Merci ta beaucoup. disposition, à ta disposition encore, si tu le souhaites. Oui, bien sûr. Toujours On là. reviendra vers vous. On reviendra vers vous, c'est sûr. Avec plaisir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.